de se joindre à nous. Nous, c'est-à-dire Tarek Drissi à la technique, Mandarzi au micro du Studio 1. Et notre invité en cette matinale du mardi 10 juin 2025 est Madame Nedia Jenhani, médecin spécialiste diabétologue et spécialiste également dans les maladies de la nutrition. Bonjour Madame Jenhani. Bonjour. Bienvenue au studio 1 de RTCI. Merci, bienvenue à tout le monde. J'espère qu'on passera une bonne séance. C'est ça, une bonne séance, voilà. Ça, c'est un réflexe, disons, professionnel. Exactement. Effectivement, c'est une séance, mais bon, c'est une séance où on va apprendre un certain nombre de choses par rapport au diabète. Vous qui êtes médecin spécialiste en diabétologie, vous avez choisi de nous parler de diabète gestationnel. Cependant, et vu que nous venons tout juste de fêter un Eid al-Adha, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question traditionnelle relative au comportement nutritionnel que nous devons adapter ou adopter après avoir consommé pas mal de viande d'agneau. Effectivement, on vient de fêter Eid al-Adha, Inch'Allah, Eid Mabrouk à tous. Donc, pendant Eid al-Adha, on consomme beaucoup trop de viande rouge, beaucoup trop de tripes. Vu l'asbin qu'on prépare chez nous, Dawara, tout ça, c'est trop riche en gras, trop riche en protéines grasses essentiellement. Donc ça cause beaucoup d'anomalies métaboliques, essentiellement l'élévation du taux de cholestérol et d'acide urique, il ne faut pas oublier ça. Donc, qui est en relation avec les reins. Exactement, pas seulement avec les reins, avec les articulations, avec les artères, ça cause des dépôts partout. Et ça cause des coliques néphrétiques, effectivement, s'il y a des dépôts au niveau des reins, et des douleurs intenses au niveau des grosses articulations, essentiellement au niveau du gros orteil. Donc, si les patients présentent ce genre de symptômes, il faut y penser et aller se faire traiter chez les médecins spécialistes. Voilà, très bien. Et d'une manière générale, comment doit-on vraiment réagir une fois que nous avons ingurgité cette quantité énorme, des fois, sans le faire exprès, hein, vous savez, parce que c'est quand même l'Aïd est un moment de partage, un moment de joie, un moment de convivialité, effectivement. Et on ne peut pas des fois refuser un petit morceau comme ça, une petite côtelette ou un peu de... Il faudrait justement consommer tout ce qui est viande avec modération, déjà, et associer beaucoup de fibres. Si on peut consommer du pain complet, du pain au sang, ce serait mieux. Des salades crues en association avec tout ce qui est viande, en prévention d'abord. Et puis après, il faudrait détoxifier le corps, en fait. Il faut le laisser se reposer un petit peu. Donc, il faudrait éviter la consommation de viande rouge pendant au moins une semaine après la fête de Eid al-Adha. Et puis, essayer de prendre tout ce qui est détox. C'est un mot assez à la mode. Détox, oui, c'est assez à la mode. C'est quasiment un forto aussi. Hein, oui, donc on va essayer plutôt de prendre tout ce qui est de l'eau, beaucoup d'eau. Il faut bien s'hydrater avec du citron, du gingembre. De l'eau minérale, bien sûr. De l'eau minérale. Surtout pour les gens qui ont des dépôts d'acide urique, justement, la goutte ou des lithiases rénales. Il faudrait consommer de l'eau alcaline avec un pH qui dépasse les 7,5. Pour pouvoir... Alors, une eau alcaline, quelle est la différence entre une eau minérale et une eau alcaline? Il faudrait que ce soit de l'eau minérale alcaline avec un pH basique pour pouvoir dissoudre un petit peu les dépôts d'acide urique au niveau des reins et ne pas causer des lithiases rénales qui pourraient causer des coliques néphrétiques par la suite. Les lithiases rénales, c'est une sorte de petits cailloux. De petits cailloux au niveau des reins, justement, qui s'incrustent au niveau des urtères ou de l'urètre pour causer des douleurs très intenses par la suite. C'est la douleur la plus intense qu'on connaît, disons... il faudrait... Apparemment, oui, c'est une douleur très intense, exactement. Alors, le pH devrait être supérieur à 7,5. Donc, il y a différentes marques en Tunisie. On ne pourrait pas trop les citer, mais il faudrait bien vérifier le taux de sodium aussi, parce que les patients hypertendus ne doivent pas consommer de l'eau minérale qui est trop riche en sodium pour ne pas élever leur tension, leur chiffre tensionnel. C'est ça. Et donc, tout ce qui est détoxifiant, manger beaucoup de fibres. Le taux de sodium, oui. Exactement, manger beaucoup de fibres. Et ces fibres, on les trouve où?
On les trouve dans les psissa, on les trouve dans les légumes crus. Oui, ben, ça va faire plaisir à notre collègue et ami Habib Ben Salha de Lamta, amoureux de la psissa de Lamta. Oui, beaucoup de légumes crus. Les légumes crus, c'est-à-dire oui. Tous les légumes crus sont permis à volonté. En fait, les fibres qui sont contenues dans les légumes, ça crée une maille au niveau de l'estomac et ça réduit l'absorption des glucides et des lipides. Donc, ça aide notre corps même à se débarrasser de tout ce qui est cholestérol en excès. Ça contient des antioxydants, des vitamines, tout ça. Donc, ça aide notre foie à se libérer un petit peu des excès de graisse qu'on a pu cumuler pendant la fête de l'Aïd. Et puis, pour les fibres aussi, à part psissa. Il y a les fibres, les psissa, tout ce qui est complet en fait. Tout ce qui est complet. Pain complet, céréales complètes, les légumes crus, comme on vient de le dire. J'ai pas parlé exprès des fruits. Parce qu'il ne faut pas en consommer en excès. Donc les fruits ça contient des fibres, bien sûr. Il faudrait pas en consommer en excès, il faudrait pas dépasser certaines portions de fruits. Tous les fruits sont permis, même pour les diabétiques, mais en petites portions. Disons, il y a des grammages... Ce qui fait la différence, c'est la dose, en fait. Exactement. Tout est permis, mais pour les patients diabétiques, mais en petite quantité. Il faudrait rester dans la modération. Et puis, il faudrait essayer de jeûner un petit peu en post-Aïd. Il faudrait essayer de jeûner un petit alternatif. Jeûne intermittent. Intermittent, c'est ou ça. Le jeûne religieux. Mais il ne faudrait pas, à la rupture du jeûne, consommer 5000 calories. Exactement. Il faudrait rester soft pour l'estomac et pour le foie. Tout le système digestif doit se reposer un petit peu après la fête. Voilà, très bien. Voyons maintenant du côté de la thématique que vous avez souhaité aborder, à savoir le diabète gestationnel. Déjà, si vous pouvez nous dire ce qu'est le diabète, tout d'abord, et ses déclinaisons. On parle de diabète de type 2, on parle d'insuline. Il y a plusieurs types de diabète, exactement. Pour vraiment simplifier ces termes-là, qu'est-ce qu'on peut dire, docteur Jemhani ? Il y a plusieurs types de diabète. Grosso modo, pour la population générale, on va classifier ça en 3 types de diabète. On ne va pas parler des autres types de diabète qui sont, disons, des sous-classes de diabète. On va dire qu'il y a... Ceux qui sont le plus connus. Les plus connus, c'est les diabètes de type 1, de type 2 et le diabète gestationnel. Donc le diabète de type 1, en général, on le voit chez les jeunes patients qui sont accueillis en général en urgence dans un cadre d'acétocétose. C'est le taux d'acétone qui est élevé au niveau du sang et au niveau des urines et qui nécessite un traitement d'urgence par de l'insuline. Il n'y a pas d'autre traitement pour les diabétiques de type 1. Pour les diabétiques de type 2, c'est un diabète qui apparaît plus ou moins à un âge plus avancé, mais on voit ça de plus en plus précocement. Parce que vu les conditions de vie, les gens sont plus sédentaires, plus obèses, la consommation de masse, tout ça. Donc on est en train de voir un diabète de type 2 de plus en plus jeune. Répandu et jeune, oui. Donc le diabète de type 2, c'est un diabète qui est lié au fonctionnement du pancréas qui devient incapable de fournir assez d'insuline pour couvrir les besoins au quotidien. Et donc au début, on donne une canne. C'est une métaphore, une canne pour les patients, pour aider un petit peu. C'est l'hygiène de vie, c'est quelques comprimés qui aident pour lutter contre l'insulinorésistance, qui est le primo movens du diabète de type 2. Et puis, par la suite, ces patients, s'ils ne sont pas assez rigoureux ou avec l'âge, ou s'il y a d'autres maladies qui parviennent en parallèle avec le diabète de type 2, on est obligé de passer à l'insuline. Oui. Et ce n'est pas un passage au type 1. C'est ce que je voudrais expliquer aux patients. Et ça ne devient pas plus grave. Au contraire, si on passe à l'insuline, c'est que votre corps le nécessite pour protéger les reins, protéger le cœur, pour ne pas avoir les complications dégénératives du diabète. Et on vient au diabète gestationnel. Voilà. Le diabète gestationnel, c'est un diabète qu'on découvre pendant la grossesse. En général, le dépistage du diabète gestationnel, ça se fait entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire entre le 6e, 7e mois de grossesse. Certaines femmes viennent nous voir au tout début de la grossesse
Et donc, c'est essentiellement un diabète qui était méconnu avant la grossesse, mais qui était découvert pendant la grossesse. Ce n'est pas vraiment un diabète gestationnel, c'est un diabète de type 2 découvert pendant la grossesse. Alors, ça, lorsque ça arrive, disons, au début de la grossesse. avant la 12e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire au cours du premier trimestre. Et donc, si on découvre un diabète gestationnel, en fait, ou on en doute, on va faire un petit test, c'est l'hyperglycémie provoquée PEROS. Donc, on donne à la femme une ingestion de 75 grammes de glucose. C'est un test standardisé, international, et c'est un test qui doit être respecté pour les conditions de pratique. Donc, la femme, elle doit... Apparemment, il faut qu'elle boive ça pendant une durée de 5 minutes, c'est ça? Très rapidement. C'est ça, très rapidement. La femme, elle doit aller au laboratoire suite à un jeûne de 8 heures, pas 12 heures, pour ne pas causer de faux négatifs. Et puis, on va avoir un premier prélèvement à jeun. On va lui donner ces 75 grammes de glucose que les scientifiques ont fixés. On reprend sa glycémie après 1 heure et après 2 heures. Ça ne devrait pas dépasser les 0,92 grammes par litre à jeun. 1,80 g après 1 heure et 1,53 g après 2 heures. La femme doit rester sur place au laboratoire pour ne pas fausser les résultats. Et vous voyez que les normes qui ont été fixées sont assez strictes. On vous dit 0,92 à jeun, c'est inférieur à 1 gramme. On dirait que c'est des glycémies qui sont correctes. Mais si ça dépasse même de 0,01 g par litre, ça signe un diabète gestationnel qu'il faudrait prendre en charge. Ah, c'est très strict quand même. C'est très strict et c'est très codifié. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, parce qu'on ne s'y connaît pas trop. La prévalence du diabète gestationnel en Tunisie, elle est quand même importante. Elle est de 14% à peu près. Déjà, oui. Dans les pays de l'Europe, c'est assez important, oui. En Europe, et aux États-Unis, c'est aux alentours de 7-8%. Et au Middle East, c'est à peu près 27-28%. Donc nous sommes au milieu quelque part, parce qu'on a de très bons médecins, de très bons gynécologues, qui sont à l'affût à la recherche de ces anomalies, exactement. Et donc comme il y a trop de complications chez les femmes ou leurs enfants, ou pendant les complications pendant l'accouchement, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Et vous avez bien fait. Alors, docteur Jenhani, quel est son impact sur le bébé ? Alors, quand le bébé il est exposé à un taux de glycémie élevé chez la maman, donc il est obligé de faire fonctionner plus son pancréas. Il a une hyperinsulinémie, donc il va uriner plus. Donc là, on voit l'hydramnios, c'est la quantité de liquide dans le ventre de la maman qui augmente, et c'est le gynécologue qui le voit en fait à l'échographie. S'il y a un taux d'insulinémie élevé, donc le bébé il va grossir, parce que l'insuline c'est une hormone anabolisante, c'est une hormone qui bâtit. Donc on aura une macrosomie à la naissance, c'est-à-dire le bébé il va dépasser les 4 kilos à la naissance. Et sinon... Ce sont les gros bébés. Les gros bébés, exactement. Mais sinon, à l'échographie, le poids il dépassera les 90e percentiles. Donc, il y a des gens qui sont heureux de recevoir un bébé, un gros bébé. Bien on dit portant, un beau bébé de 4, 5, 6 kilos. Et, alors kilos. que, oui. Et là, ça peut décrire ou ça peut, disons, traduire un diabète gestationnel, même si la patiente elle-même n'est pas au courant. Donc, il faudrait vraiment... C'est quand même une pathologie silencieuse. Hein. Exactement. Pas tout le temps. Malheureusement, parce qu'il peut y avoir des accidents, par exemple. Le bébé, s'il pèse 4 ou plus kilos à la naissance, vous pouvez imaginer qu'à la sortie du bébé, c'est un peu difficile. Oui. Il y a une dystocie des épaules. Le gynécologue il est obligé de tirer sur le bébé. Il y a une élongation du plexus brachial. Il peut y avoir des problèmes à la naissance, comme une infection materno-fétale. Il faudrait traiter la maman et l'enfant. Il peut y avoir une hypoglycémie sévère chez le bébé à la naissance, puisqu'il est habitué à un milieu hyperglycémique. Plutôt, oui. Et avec une hyperinsulinémie. Et donc, à la naissance, il va se retrouver sans rien du tout, sans réserve.
Et donc, il va y avoir une hypoglycémie, une hypocalcémie aussi à la naissance sévère. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au courant, à la recherche, disons, de cette anomalie tout au long de la grossesse de la femme. Je voulais vous poser cette question, c'est l'effet sur le déroulement de la grossesse. Exactement. Donc, il y aura de gros bébés, il y aura une quantité de liquide amniotique élevée, il y a des risques d'avortement et de fausse couche, bien sûr, des risques de malformation aussi, même cardiaque, parce que le diabète, malheureusement, s'il est pendant l'organogenèse, c'est là où les organes commencent à se former, ça peut retentir sur le fonctionnement ou même la nature des organes. Donc, ça peut causer des anomalies cardiaques essentiellement. Et pour la femme, après, bien sûr, il y aura des risques d'hyperglycémie, de neuropathie, d'hypertension pendant la grossesse et la toxémie gravidique, avec tous les risques de la toxémie gravidique, c'est l'accouchement prématuré, les problèmes au niveau des reins, parce que la tension, quand elle s'élève brusquement, elle va retentir sur les yeux, les reins essentiellement, et le cœur, bien sûr, de la femme. Donc, et c'est très, très fréquent au cours du diabète gestationnel. Il y aura d'autres anomalies, surtout les infections. Une femme qui a des chiffres glycémiques élevés, elle aura des risques d'infection tout au long de la grossesse et en post-accouchement. Et n'oublions pas le risque de garder ce diabète après la grossesse, après l'accouchement. Donc, chaque femme qui présente un diabète gestationnel... C'est la question que je voulais vous poser. Que doit faire la maman après l'accouchement? Après l'accouchement, si tout se passe bien, avec un régime alimentaire adapté, des fois, on est obligé d'introduire de l'insuline rapide s'il y a des chiffres glycémiques qui dépassent les 1,20 g en postprandial 2 heures après le repas. Il faut vérifier, il faut faire le même test en fait 6 à 8 semaines après l'accouchement. Après l'accouchement. Disons 1 mois et demi à 2 mois. Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut jamais délaisser ou ignorer cette consultation en post-accouchement. Elle est systématique, mais beaucoup de femmes disent qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles sont fatiguées. Exactement. Et là, c'est vraiment impératif. C'est impératif. Il faudrait aller consulter leur gynéco et leur pédiatre pour voir pour le bébé aussi, surtout s'il y a un problème de respiration en post-accouchement, parce que en fait, si le diabète est élevé pendant la grossesse, même la maturité pulmonaire, la maturité du surfactant, il y a un liquide qui tapisse les alvéoles pulmonaires, qui permettent en fait l'échange d'oxygène entre l'air et le sang du bébé. Donc, si les chiffres glycémiques sont élevés, ce liquide, il est immature. Il n'arrive pas à fonctionner correctement. Donc, lors de l'accouchement, il y aura une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, il faudrait laisser le bébé justement à la couveuse pour l'aider à respirer entre-temps. Il y a des gynécos... ils sont très bien et qui aident à la maturation du surfactant en injectant des corticoïdes avant l'accouchement, justement pour aider à accélérer la maturation du surfactant. Donc, il faut être toujours vigilant à l'accouchement. Très bien. Alors, nous allons peut-être terminer avec des conseils pour les mamans d'une manière générale pour éviter éventuellement être dans le préventif et éviter ce genre de diabète. Alors, toute femme qui a plus de 35 ans, qui a des antécédents familiaux de diabète. Alors, plus de 35 ans, déjà, il y a... Il y a une grande partie de femmes qui vont m'écouter là. Certainement, ici, qui ont souvent leur premier enfant à cet âge-là. Exactement. L'âge de mariage, il est un petit peu reculé, avancé en Tunisie il a beaucoup dernièrement. Reculé, je peux vous le dire. Hein. Exactement. Donc, les jeunes filles ne se marient plus à 20 ans ou à 23 ans. Maintenant, elles se marient, disons, vers 30 ans, 32 ans. Les jeunes filles étudient et assurent leur avenir avant de se marier. Mais quand des études médicales durent une dizaine, une douzaine d'années, elles y sont obligées quelque part. Donc, s'il y a des antécédents familiaux de diabète ou personnels de diabète gestationnel dans les grossesses précédentes, ou il y a une grossesse précédente avec un bébé qui a pesé plus que 4 kg, une macrosomie, ou s'il y a un liquide amniotique élevé, augmenté de volume, grossesse précédente, s'il y a
des risques cardiovasculaires. Il faudrait toujours vérifier s'il y a un diabète gestationnel dès le début de la grossesse. Par la suite, c'est le gynéco qui guide. D'habitude, c'est entre 24e et 20e. Le plus important, c'est vraiment les premières semaines, en fait. Les premières semaines, s'il y a des antécédents de diabète, de macrosomie, un âge avancé, des pathologies associées, il faudrait être à la recherche du diabète gestationnel dès le début. Mais sinon, si tout va bien, la patiente est mince, elle est à l'aise, elle n'est pas stressée, elle a une bonne hygiène de vie, elle a moins de 35 ans, elle n'a pas d'antécédents familiaux lourds de diabète ou d'autres pathologies métaboliques. On pourrait attendre jusqu'à 24 ou 26 semaines d'améliorer pour faire le test. Et une hygiène de vie s'impose, bien sûr. Il faudrait éviter tout ce qui est sucre rapide. Donc, le pain blanc, les pâtes, les jus de fruits, les boissons gazeuses, les boissons sucrées, tout ce qui est viennoiserie, et opter plutôt pour des fibres en abondance, avec des céréales complètes, tout ça, avec une marche de 30 minutes au minimum par jour, bien sûr, tout en demandant l'avis du gynéco. Oui. S'il y a une menace d'accouchement prématuré, on ne va pas faire de marche 30 minutes à 1 heure par jour. Et puis, il faudrait boire beaucoup d'eau et avoir... Quand on dit boire beaucoup d'eau... 1,5 litre à 2 litres par jour. Quand même, non chacun ses habitudes, mais disons entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Et alors, Madame Jenhani, moi je me pose cette question, est-ce que il s'agit de boire uniquement de l'eau ou bien les tisanes, les liquides, le thé, etc. Est-ce qu'on peut les comptabiliser parmi ces 1,5 litre? Certainement, on va les comptabiliser, mais pour les femmes enceintes, il faudrait éviter les boissons chaudes parce que ça augmente la contractilité de l'utérus et ça peut causer disons pas d'accouchement prématuré, mais une menace, disons. Ça augmente la contractilité de l'utérus. Pour les femmes enceintes. Et les femmes enceintes doivent éviter tout ce qui contient de la vitamine A. Dès que l'occasion se présente, même dans les crèmes éclaircissantes du visage. Ah bon? Ah oui, donc il faudrait le foie, là tant qu'on y est après l'Aïd, oui. il faudrait pas bourrer la femme enceinte en foie pour lui dire que ça va augmenter ton taux d'hémoglobine, par exemple. Parce que c'est très riche en vitamine A et c'est pas bon du tout pour le fœtus. Pour le bébé. Et toute femme enceinte qui présente un diabète gestationnel devrait consommer de l'acide folique pour éviter de développer les complications neurologiques pour le développement du bébé. L'acide folique, et là, on la trouve... C'est des comprimés. C'est un complément alimentaire. Oui, c'est des compléments alimentaires. Bien. L'acide folique, bien sûr, on trouve dans l'alimentation, mais en général, c'est associé à la vitamine A, dans le foie, dans le jaune d'œuf, tout ça. Donc, en comprimé, les gynécos, heureusement, ils sont assez éveillés. Ce genre de compléments. Bien sûr. Très bien. Alors, peut-être pour terminer, un dernier conseil pour une bonne hygiène de vie et surtout une nutrition, disons, saine. Essayons essentiellement d'éviter le sucre blanc et tout ce qui s'en découle. Essayons de prendre... Il y a plusieurs édulcorants qui sont safe maintenant. Donc, je peux les citer parce que c'est un nom scientifique. Oui. Je peux les citer. Il y a le sucralose, la stevia et l'érythritol. Ce sont les 3 édulcorants qui sont safe, qu'on peut consommer même pour les aliments qui sont cuits, donc ils tolèrent la cuisson. Ça ne génère pas de dérivés toxiques. Et donc, on pourrait les consommer au moins pour éviter les calories du sucre et les malfaits ou les effets indésirables d'une glycémie élevée par la suite. Il faudrait consommer tout ce qui est fibres, que ce soit dans les céréales complètes, l'abscisse, comme on vient de le dire, le pain complet et les légumes crus. Pour les fruits, ce sera une portion de fruits après chaque repas, même pour les patients diabétiques, mais en petite quantité. Alors, même, vous dites après chaque repas, c'est-à-dire même au petit déjeuner? Même au petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Il faudrait ne pas dépasser les 25 grammes d'hydrates de carbone pour les fruits en chaque portion. Donc, par exemple, ça serait l'équivalent de 3 dattes, de 80 grammes de bananes, de 200 grammes de pastèques Alors, 3 dattes ou de fraises par jour? par repas.
3 dates par repas. Par repas. Mais bien sûr, s'il y a un patient qui a 3 grammes, on ne va pas lui dire de manger, lui demander de manger 3 dates par repas, sauf s'il équilibre sa glycémie, ou c'est à nous d'adapter le traitement. Ça dépend en fait, de chaque cas est à part. C'est ça. Si le patient consomme trop de pain ou trop d'autres aliments riches en hydrates de carbone, on va lui dire en consommer avec modération et faire la balance entre les deux. Et en fait, le plus grand ennemi, Madame Jenhani, est le pain. Le pain. Surtout notre pain. Exactement. Vous savez très bien que je dis à tous mes patients d'arrêter de consommer le pain, avec tous mes respects pour les boulangers. Oui. Le pain blanc, c'est l'aliment le plus additif en sucre, parce que c'est considéré comme du sucre blanc. Et les gens le consomment sans modération, sans savoir que c'est du sucre. Quand vous allez dans un restaurant, eh ben, on vous met une corbeille, grosse barquette de pain. Corbeille voilà. Oui, alors que surtout avec un peu notre cuisine qui est assez il y a beaucoup de ragoûts, il y a beaucoup de Mais notre cuisine traditionnelle, il y a le pain au sang, il y a le pain koshkar qu'on connaît, il y a certaines villages de la Tunisie qui le préparent. C'est un pain au sang qui est dur quand on le tient en main. Il est très très bon. Il est très bon et ça contient beaucoup de fibres. On ne trouve pas souvent. Pas partout malheureusement. Oui, mais je voudrais dire à nos patients d'éviter de consommer le pain blanc, mais de faire attention par rapport au pain aux céréales ou au pain complet, parce que des fois, c'est pas très riche en fibres. C'est paradoxal parce que ça coûte aussi assez cher quand même, Madame Jenhani. Ça coûte cher, c'est vrai. Je demanderais... comment vraiment... comment s'y retrouver par rapport à ce... Il faudrait privilégier le pain au sang d'abord. Essayer d'acheter le sang ou la farine complète intégrale et de le préparer chez nous, ou demander à nos boulangers de mettre plus de sang, parce que ça pourrait alléger au moins l'absorption des glucides pour le pain. C'est ça. C'est juste ça. Essentiellement, éviter tout ce qui est sucre rapide. Donc les gâteaux, on voudrait en préparer chez nous, les boissons sucrées. Oui, en fait, si on prépare des gâteaux chez nous à la maison avec de la farine d'amande, avec des édulcorants, ça pourrait passer, il n'y a pas de souci. Mais c'est en fait la composition qui fait la différence. Exactement. On ne va pas priver les gens. Tout le monde peut consommer des sucreries, des viennoiseries. Parce qu'en général, malheureusement, régime, c'est vraiment limitation, c'est contrainte. Il ne faut pas être frustrant. Il faut pas être frustrant. Je crois que, voilà. On pourrait en consommer, si on peut goûter, et ça pourrait nous faire plaisir et le prendre en pleine conscience, comme le disent nos chers amis psychiatres, en pleine conscience, c'est-à-dire bien goûter l'aliment, même la bouchée, elle donnerait la même sensation de plaisir qu'un gros gâteau. Oui. Parce qu'on pourrait manger un gros gâteau sans avoir le plaisir de le prendre. Donc une bouchée pourrait donner le même plaisir. La même satisfaction. La même satisfaction si on goûte en pleine conscience, en essayant de sentir, de goûter, de se faire plaisir, c'est tout. Et donc il n'y aura pas de grosses frustrations, pas trop de restrictions, tout avec modération. Donc, consommer sainement pendant toute la journée ou toute la semaine et se permettre un repas de fête par semaine, il n'y a pas de souci. Essayer de ne pas grignoter aussi pendant les repas, c'est ça? Il y a des gens qui ont tout le temps faim, par exemple. J'ai beaucoup de patients qui ont tout le temps faim, que ce soit diabétique ou pas, qui cherchent à perdre du poids, mais qui n'y arrivent pas. Ils doivent toujours manger. Je leur demande juste de grignoter des légumes crus tout au long de la journée. Ah, oui. Légumes crus parce que ça contient beaucoup de fibres, très peu de calories, pratiquement zéro d'hydrates de carbone. Une carotte, tous les légumes crus sont permis à volonté. À volonté. Parce que ça permet déjà de nous rassasier. Il y a les fibres au niveau des légumes. Ça va au moins donner une sensation de plénitude gastrique. Et après, au moins ça grignote, au moins ça grinche au niveau de la bouche. Et c'est ce que cherchent certains patients, des fois suite à une frustration de travail, de stress, tout ça. Donc ça peut aider, ça peut être une alternative. Donc les légumes crus, c'est les seuls aliments pratiquement qui sont permis de consommer à volonté. En fait, il y a toutes sortes de solutions par rapport à la situation, par rapport à l'état
de la personne. Bien sûr. Là, je ne voudrais pas oublier que les femmes enceintes doivent être impérativement suivies et surtout, il faudrait leur donner des compléments alimentaires. Il ne faudrait pas oublier que notre consommation d'aliments n'est pas très équilibrée. La plupart des femmes présentent des carences en calcium, en fer, en magnésium, en vitamine D. Il ne faudrait pas oublier tout ça, avec l'acide folique dont on vient de parler. Dont on a parlé. Donc, il faudrait toujours supplémenter la femme enceinte et surtout à l'allaitement. Pendant l'allaitement, les besoins de la femme enceinte sont doubles. Donc, il faudrait absolument la supplémenter. Pendant le premier trimestre de la grossesse, les besoins de la femme enceinte sont pratiquement équivalents à une femme qui ne l'est pas. Mais à partir du deuxième trimestre de la grossesse, il faudrait supplémenter la femme enceinte et en post-accouchement, garder, sinon doubler la dose de fer ou de calcium ou de vitamine D. La femme qui allaite doit boire 3 litres d'eau par jour. Ah, les fameux 3 litres. Et il ne faut pas penser que les pâtes ou les fruits secs ou autres aident à produire plus de lait. Donc, pour produire plus de lait chez les femmes qui allaitent, il faudrait boire de l'eau et consommer des produits laitiers. Ah oui, on n'a pas parlé de produits laitiers d'ailleurs. Les produits laitiers qui sont importants. Ils sont très importants. Il faudrait juste éviter tout ce qui est 0% chez la femme enceinte et allaitante. Ah, il ne faudrait pas prendre du 0%. Non, pas de 0%. Pas d'aspartame. Donc ça, c'est des édulcorants qui ne sont pas safe chez la femme enceinte. Ils sont interdits chez la femme enceinte et allaitante, même pour les enfants de moins de 6 ans. Donc c'est à éviter absolument. Il y a une toxicité neurologique très importante. Les 0%, c'est pour d'autres types de patients. Exactement. Donc, les femmes enceintes, si on les met sous régime pour éviter l'élévation des chiffres glycémiques, il ne faudrait pas passer au 0% pour éviter ça. C'est clair. Écoutez, Dr Nadia Jenhani, merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. J'espère qu'on a donné assez d'informations à nos patients. Oui, je pense. Il y a un paquet d'informations. En tout cas, vous pouvez revoir cette interview intégralement sur la page Facebook de RTCI. Je rappelle que notre invitée en ce mardi 10 juin 2025 était Madame Nadia Jenhani, médecin spécialiste en diabétologie et dans les maladies de la nutrition. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Et oui, on continue en musique à 8h44 avec Eric Clapton, My Father's Eyes, et une dédicace à notre ami Khaled Rqir, un fidèle auditeur qui vient de fêter son anniversaire. La matinale sur RTCI.